Alors, chers amis, bonjour. Nous avons la joie de nous retrouver aujourd'hui avec Bernard Patron, un ami qui travaille comme nous, mais un peu différemment. Ça va être intéressant de l'interroger pour justement qu'il nous parle un petit peu de sa démarche. Et on a souhaité faire ensemble avec Bernard cette vidéo à l'occasion d'une nouvelle page sur le site internet qui va s'appeler Controverse et qui va s'attaquer un petit peu à tous les historiens actuels et qui remettent en cause, depuis 2 ou 3 siècles, évidemment, cette histoire traditionnelle des origines chrétiennes de la Gaule au 1er siècle. Donc, bonjour Bernard, est-ce que Bonjour. tu peux nous dire comment tu es venu, comment tu as abouti en fait à faire à entreprendre cette démarche, ces études qui complètent tout à fait notre travail, nous, d'investigation un petit peu sur les lieux. Et toi, c'est vraiment il me semble, hein, de rentrer dans l'esprit des historiens critiques actuels et de voir un peu sur quoi ils fondent leur position et sur quoi on peut les mettre en défaut. Oui, bah, je me suis intéressé, comme beaucoup, de manière un peu naturelle à ces saints du 1er siècle au travers, moi, de Saint Martial, qui est une figure qui m'a intéressé. Et puis, progressivement, je suis venu à m'intéresser à Saint-Front, Saint-Georges et plus récemment Saint-Denis. Sur ces quatre, j'ai été amené à travailler. Et puis, déjà sur Saint Martial, j'ai lu un certain nombre de choses, et notamment euh, de textes d'historiens critiques qui remettaient évidemment en cause cette apostolicité. Donc, comme j'aime bien creuser les choses, un peu investiguer, et que j'ai le souci oui, un peu, j'aurais pu être enquêteur dans une autre vie. Je me suis dit, ça serait intéressant de creuser tout ça et puis de voir où est la vérité, puisque quand même, on a deux versions, quoi. Saint-Martial arrivé au 1er siècle et puis Saint-Martial arrivé au 4e siècle, hein. Donc, et si on le creusait de manière évidente et assez naturelle, je me suis intéressé à Monseigneur Duchesne, qui est une grande figure dans ce domaine-là, et notamment à son livre Les fastes épiscopaux. Et j'ai recherché, je suis tombé aussi naturellement sur les textes de Monseigneur Belay, qui démontre complètement la théorie de Monseigneur Duchesne. J'ai fait une conférence à Voilà, son colloque là, ouais, qu'on peut retrouver à sur Pontmain. notre chaîne YouTube. Ouais. Ouais. Ah oui, et qui est sur la chaîne YouTube sur ce sujet-là. Et voilà, ça a été l'entrée en matière au travers de Duchesne et de Monseigneur Belay. Bon, deux personnes très différentes qui vivaient à la même époque, fin 19e, autour des années 1900, avec l'un il faut le dire, hein, Monseigneur Duchesne, qui est quand même mondain, Académie française, Légion d'honneur, professeur à l'école des hautes études, donc il avait une notoriété, un style aussi assez flamboyant, facile. Et puis Monseigneur Belay, qui pousse l'analyse très loin, qui décompose, qui avance un peu dans ses raisonnements de manière un peu mécanique, mais de manière assez impitoyable par rapport à son adversaire. Et il a des démonstrations qui, pour moi, sont, sont extrêmement fouillées et brillantes. Ouais. Euh, et j'ai aimé la manière dont Monseigneur Belay creusait les choses, allait au fond des arguments. Alors lui, il a l'avantage par rapport à moi d'être latiniste, de bien maîtriser tous les toute la littérature, tous les aspects liés à la littérature euh, de, de ce siècle. Donc, évidemment, moi, je pars avec des handicaps où j'ai pas fait Hippocagne et Cagne et l'école des Chartes, donc c'est un peu plus compliqué. Mais on a aujourd'hui des outils qui permettent de pousser les investigations un peu plus loin. Ouais. Euh, Et donc, puis donc, ne serait-ce que de faire connaître déjà cette figure de Monseigneur Bellet, parce que tout le monde connaît Monseigneur Duchesne dans le milieu ecclésiastique. Mais par contre, Monseigneur Bellet, on a complètement oublié qu'il a répondu à Monseigneur Duchesne. Donc là, il y a un gros travail aussi à simplement remettre oui, il y les a un arguments, travail, effectivement. l'argumentation. Euh,
Ça a été mon premier travail, ouais, de faire connaître un peu ses œuvres et ses écrits. Oui, Euh, et puis après, ben, je me suis heurté à d'autres choses. Par exemple, l'étude qui est beaucoup plus récente, qui a été faite par le chanoine Fayard sur le puits, qui date Saint-Georges de l'an 480. oui. Et donc, c'est une étude assez complexe, donc il a fallu que je prenne connaissance. Il complexifie les choses d'ailleurs, il mélange plein de choses. En tout cas, en faisant une analyse assez serrée, attentive, en relisant plusieurs fois ces textes qui sont un peu compliqués à souhait, euh, bah, je suis arrivé à la conclusion que son étude reposait sur du sap, quoi, qu'elle était même, on peut dire, un peu délirante, pour être délirante. Alors qu'elle fait aujourd'hui Et autorité, quoi. C'est ça qui est un peu alors malheureux. qu'elle fait aujourd'hui autorité, puisque le diocèse du Puy en a fait son credo depuis plus de 30 ans. On peut reprendre l'annuaire du diocèse du Puy des années 90, Oui, alors que ces études datent des années 70. Bon, il est déjà daté en 90 que Saint Georges est arrivé en 480 au Puy. oui. Et encore aujourd'hui, si on peut aller sur le site internet du diocèse, on verra qu'ils reprennent ces travaux qui ne tiennent pas du tout la route. Il faut vraiment. Et donc, ça doit être porté sur la place publique. En tout cas, moi, je souhaite faire une vidéo sur le travail du chanoine Fayard pour montrer qu'en fond, ça ne tient pas, quoi, son idée. Ouais. Il y a d'autres travaux, je t'en ai parlé, c'est par exemple sur Saint-Martial, donc qui est après Monseigneur Duchesne et après Monseigneur Belay, il y a une étude qui a été faite par justement un disciple de Monseigneur Duchesne qui est prêtre aussi, qui s'appelle Louis Saltet, et qui a, qui a, qui entend démontrer que la décision du pape en 1031 disant que Saint Martial est apôtre est un faux Oui, fabriqué par Adhémar de Chabannes. oui. Et aujourd'hui, son étude est admise par tout le monde, par tous les Hmm. universitaires, et elle est même reprise par les universitaires, tous les universitaires qui travaillent sur Saint-Martial, pour nous dire, pour développer un espèce de sophisme. Euh, Adhémar de Chabannes est le fervent supporter de, de Saint-Martial en tant qu'apôtre. Oui, Hein, donc il a même convaincu à l'époque, en 1031, tout le monde considérait Saint Martial comme apôtre. Or, la, l'acte, la lettre papale est un faux, qu'il a fabriqué lui-même. Donc, conclusion, Saint Martial n'est pas apôtre. oui. Euh, voilà ce qui est développé aujourd'hui, en tout cas, Et ce qui est incroyable, c'est dans le qu'il a milieu fallu attendre, universitaire. il aurait fallu attendre Louis Salté au XXe siècle pour découvrir la supercherie, quoi. 1000 ans plus tard. C'est pendant Ouais, 1000 ans, ouais, tout le ouais, monde a exactement. répété, 1000 ans cru plus que tard, Martial était apôtre à cause d'Adhémar, ouais, quoi. Un ouais, peu fort, quand ouais. même. Ouais, enfin 900 ans plus tard, parce qu'il a écrit son étude en 1926 et on est aujourd'hui en 2026, donc 1000 ans plus tard, il serait temps de rétablir les faits quand même. Euh, donc voilà un autre point qui me semble important Oui, de, de mettre en lumière. Et bon, ça demande des travaux, de reprendre toute l'étude, de lire point par point tout ce qu'il a pu dire. Bon, je suis content sur cette étude, je suis arrivé à une une incohérence chronologique qui montre que l'étude ne tient pas. oui. Bon, Notamment, et je me ça, souviens, il y avait l'histoire du Concile de Paris avec le roi, en plus, Robert le Pieux, et qui est quelques années avant que Adhémar commence à s'occuper de l'affaire de Saint-Martial, et qui montre que déjà avant, on s'occupait de l'apostolicité de Saint-Martial, s'il était apôtre ou pas. oui, mais les historiens sont toujours très forts. Ils disent que le compte-rendu du Concile de Paris a été fait par Adhémar, donc Adhémar a aussi truqué le Concile de Paris, comme il a tout truqué, quoi. Ça. Tout est truqué. Donc ça pose un énorme Mm, problème après sur la mm. fiabilité, et puis cette époque du Moyen Âge, si tout est trucage et tout est supercherie et tout est mensonge,
Comment se fait-il que cette époque soit si belle d'un autre côté, par les arts, par l'architecture, par la musique, par la sainteté? Il y a une incohérence aussi dans le contexte, parce que le contexte, on en voit les fruits encore aujourd'hui. Alors cet avis qu'ont les universitaires sur cette époque du Moyen Âge, bon, ces universitaires, ils sont dans la foulée du siècle des Lumières, donc le Moyen Âge n'est pas en odeur de sainteté chez eux, Ouais, hein. Mais il y a quand même, on voit à l'intérieur ils sont pas tous du même bois, et il y a quand même des discussions euh, euh, au sein du cercle universitaire. Euh, il y en a certains, alors j'ai des textes là sous les yeux, je ne vais pas les lire, mais je vais simplement citer de courts extraits. Par exemple, dans les années 80, il y a une professeure d'université qui s'appelle Monique Goulet et qui pour elle, alors, euh, qui affirme, c'est en 2005, on a depuis une trentaine d'années environ cessé de traquer dans les textes hagiographiques un illusoire réel historique. Alors elle considère que dans les Vita, il y a rien d'intéressant, que seuls les héritiers du positivisme pouvaient imaginer y trouver. Donc, Monseigneur Duchesne, héritier du positivisme, euh, s'attelait quand même à démonter les faussetés qu'il pouvait y avoir dans les hagiographies parce qu'il considérait que ça pouvait être des documents historiques. Alors, avec elle, c'est encore plus simple. Les hagiographies ne sont même plus des documents historiques. ouais. Euh, donc, comme ça, il n'y a même plus de débat historique. Mmh. On les a alors largement utilisés pour construire une histoire de mentalité. Donc, au fond, ça, puisque dans une hagiographie, il y a deux dimensions. Il y a les dimensions historiques et la dimension homilétique. Donc, c'est effectivement mettre en avant la vie d'un saint. Et c'est un texte qui est appelé à être lu euh, pour édifier les âmes, évidemment, dans des monastères, auprès du grand public. Euh, alors, elle rajoute, non que les textes hagiographiques soient vides a priori de tout substrat historique, certains d'entre eux sont même des sources riches et fiables. Alors, déjà, dans Elle est le obligée même de paragraphe, reconnaître. là, C'est une contradiction dans les termes. on a le tout et son contraire, hein. Ben, c'est Donc, ça. Ouais, il y a un illusoire réel historique, mais c'est en même temps des sources riches et fiables. ouais. Donc, Et qui va faire le essayer de tri? C'est ça le comprendre. problème. Qui va Ouais, faire le tri alors, entre ce qui est bah, c'est historique? facile de trier, c'est-à-dire tout ce qui est relatif à l'apostolicité, Ce sera ça fait illusoire. partie de l'illusoire Ouais, historique, et puis le reste, on peut regarder. ouais. Voilà, ça c'est une En fait, première approche. Après, il y a d'autres approches, par exemple, un peu à la même date, peut-être un petit peu avant, dans les années 80-90. François Dolbeau, qui occupe la chaire à l'École pratique des hautes études, j'imagine qu'il occupe la chaire de Louis Duchesne. Louis est plus posé dans ses, enfin je le trouve, plus posé dans ses avis. Par exemple, il a fait toute une étude sur Hilduin qui a écrit l'histoire, comme tu le sais, de Saint-Denis. Et voilà ce qu'il dit sur Hilduin. Il dit Hilduin s'est comporté en définitive comme les éditeurs des pères du XVIe et XVIIIe siècle. Son travail est de qualité parce qu'il s'appuie sur des sources fiables. Pour refaire un petit historique, donc, on considérait à l'époque de Duchesne que Hilduin avait tout inventé. Il avait hmm, inventé euh, l'aréopagite et la, tout ça. oui, Saint-Denis l'Aréopagite. Et puis, il avait même écrit, selon un historien allemand du début du XXe, il avait même écrit les preuves, parce qu'après, il y a des historiens qui ont dit, mais non, il n'a pas tout inventé, dans tel texte, on a ça, dans tel autre texte, on a ça. Et donc, il y a un historien allemand, ils ne sont jamais avares enfin, de travail pour démontrer. Voilà. Il a voulu démontrer que tous ces textes avaient en fait été écrits par Hilduin lui-même. C'est-à-dire, il avait fabriqué des fausses preuves Ah pour oui, après écrire il y avait les preuves. enfin, voilà, en s'appuyant sur des textes que lui-même avait écrits. Ah, c'est Voilà. faussaire Alors, magnifique en fait, hein. Ils sont tellement voilà, c'est forts. le faussaire magnifique qui écrit ses preuves avant d'écrire son texte. Ouais.
Et ensuite, il y a quand même heureusement, il y a quand même des universitaires qui enquêtent. Ils ont montré que les preuves, enfin les textes qu'avait utilisé Hilduin étaient largement antérieurs à Hilduin. C'est-à-dire, il n'est pas vivant au moment où ces textes, on a retrouvé des traces anciennes. Donc, on a pu montrer qu'Hilduin s'était basé sur des sources fiables pour écrire sa vita. Voilà. Donc, tout ça fait partie des. Mais ce qui est malheureux, c'est que on arrive à trouver ça, mais il en reste toujours quelque chose et on continue à penser que on peut pas savoir. Le Moyen Âge, il n'y a pas de source, on invente plus ou moins des choses, alors que pourtant il y a les arguments qui sont là, qui pourraient être là. Donc c'est ça aussi l'idée du travail de cette page controverse là, de ce projet, Hmm. d'essayer de trouver la manière claire, précise, et puis d'être complète en commençant par, toi ton idée c'est de commencer par ces quatre têtes de chapitre un peu, donc Saint-Denis, Saint-Martial, Saint-Front et Saint-Georges. Commencer par ces, et peut-être Sainte-Marie-Madeleine aussi. Oui, Parce que oui. si ces cinq-là, on arrive à montrer qu'à chaque fois les critiques sont infondées, bon bah, ça va remettre en. Oui, oui, de toute façon, on voit bien dans les travaux universitaires que Saint-Denis et Saint-Martial, c'est les deux têtes de pont. On a des universitaires français, mais aussi on a des universitaires américains, anglais, de Cambridge, de Boston, de l'Europe, d'Allemagne, qui Ouais, travaillent sur Saint-Denis et sur Saint-Martial. Ça attire de nombreuses études. Ils vont tous dans le même sens, bien évidemment, pas dans l'autre sens. Donc, si on arrive déjà à apporter des éléments construits sur Saint-Martial et sur Saint-Denis, ouais, tout le reste bon, va le suivre. reste, le reste suit. Alors, quand tu disais à l'instant, il reste toujours quelque chose. Moi, ça me fait penser à un universitaire allemand qui s'appelle Hans Anton, je ne sais plus, j'ai oublié son nom de famille, qui a travaillé sur Saint-Martial et qui a repris, enfin, d'une certaine manière, il a repris la dispute entre Duchesne et Belay parce que c'est la Vita Antiquior. Euh, Monseigneur Duchesne soutient qu'elle est du IXe siècle et Monseigneur Belay apporte la preuve qu'elle est du VIe, c'est-à-dire antérieure à l'écrit de Saint Grégoire de Tours. Ouais, Et donc, quand on a un texte comme ça qui nous dit euh, Saint Martial envoyé par Saint Pierre et que c'est antérieur à Saint Grégoire de Tours, c'est un texte qui a autorité. ouais, Là-dessus, cet historien allemand a fait une autre analyse, une analyse littéraire du texte, et il montre, parce qu'il sert de modèle à d'autres hagiographies, il arrive à la même conclusion que ce texte est également du VIe siècle. Mais quant à la matérialité des faits, c'est-à-dire dans ce texte du VIe siècle, il est dit que Saint Martial est envoyé par Saint Pierre. Sur la matérialité des faits, ils refusent de se prononcer. C'est-à-dire, ils interviennent uniquement en tant que prof de littérature. Ils font une hmm. analyse littéraire du texte, Ouais, il s'intéresse mais pas. pourtant, dans leur titre, c'est marqué professeur d'histoire. C'est-à-dire, à un moment donné, ils ont Hmm. un peu de mal à passer la marche avant et à tirer les conclusions de ce qu'ils découvrent. Ouais, Parce qu'un professeur d'histoire, à un moment donné, doit quand même poser une hypothèse raisonnable, réaliste, en fonction de tout ce qu'il a tiré, de ce qu'on appelle, un peu comme dans une cour d'assises où les jurés ne prononcent des sentences, non pas en fonction de preuves, mais en fonction de leur intime conviction. C'est ce qui est marqué dans la loi. Ils doivent ouais, se décider en fonction de leur intime conviction, c'est-à-dire ce qu'on appelle un faisceau d'indices graves et concordants. En matière historique, ben, c'est la même chose. On doit se prononcer en fonction d'un faisceau d'indices, non pas graves, mais sérieux et concordants. Et c'est ce qu'on fait, c'est ce que tu fais tous les jours avec les preuves liturgiques, quand tout est cohérent au niveau des vitraux, des bas-reliefs, euh, des livres de prière, des bréviaires, des lectionnaires, etc. On en arrive quand même à fonder une preuve. ouais. Preuve. Mais ça, les historiens ne veulent pas entendre parler de cet argument liturgique. Donc, on reprend les textes, et puis les Vita, ah ben non, les Vita, c'est un texte purement littéraire, on ne peut pas le prendre comme texte historique, donc Ouais, parce que c'est on se liturgique retrouve aussi, un en peu fait. coincé, quoi. C'est liturgique Pardon? aussi, parce que c'est liturgique aussi, en plus, les Vita. Donc, Ah eux, oui, c'est eux, ils l'utilisent liturgique, comme un ouais. texte littéraire,
mais en réalité, c'était bien dit par sûr. les mêmes moines qui ont fait les Ouais, vitraux, les abbayes, etc., ouais, qui ouais, gardaient les reliques. Tout ça, ouais. c'est un ensemble. Et eux, ils viennent de l'extérieur, juger avec leur raison quelque chose qui était un Mhm. monument sacré, en fait, des traditions d'une église ou d'un diocèse. Ouais, Et on a l'impression que les historiens ne s'occupent pas tellement de reconstituer l'histoire, comme des enquêteurs doivent chercher au bout d'un moment, avec les différents témoignages, à reconstituer les mobiles du crime, etc. Ils reconstituent tout ce qui s'est passé pour pouvoir juger. Tandis qu'eux, on a l'impression qu'ils en restent au témoignage, en disant Adhémar n'est pas fiable, lui il est fiable, lui il est à peu près fiable, lui il est. Mais ils cherchent pas à savoir qu'est-ce qui s'est passé au premier siècle en Gaule, finalement. Ils disent on peut pas savoir, en gros. Parce que ouais. parfois même C'est ils assez. disent, ils sont capables de dire peut-être qu'il y a des choses, mais on ne sait pas, Ouais. quand on les pousse dans leur retranchement. Et ce qui est dommage, c'est que, enfin, ce qui est dommage, c'est une réalité, c'est sur le IIIe siècle, ils n'ont rien à proposer, quoi. C'est pas arrivé le premier siècle, on est quand même, on reconnaît que Saint-Front, c'est l'évangélisateur qui est arrivé à Périgueux, c'est le premier évêque, euh, mais on n'a pas assez d'éléments pour. Alors sur Saint-Front, par exemple, je peux te citer un historien récent qui était professeur en classe prépa, qui s'appelle Robert Amier. Donc, comme tu le sais, sur Saint-Front, il y a une vita, qui est la vita de Sébal. Et voilà ce qu'il écrivait sur la vita de Sébal dans les années 80. La vita est purement légendaire, qui cache un auteur anonyme tardif du XIe siècle. C'est pas vrai, elle est antérieure au XIe siècle. Il s'agit d'un remaniement total de deux textes précédents qui les transforme en un roman interminable, fourmillant de détails invraisemblables et semé d'anachronismes. Voilà, disons, l'analyse qu'il a Ouais, de la Vita de Stelbal. Alors là-dessus, il a un ami qui a écrit un livre que tu connais bien, le livre, qui s'appelle La saga de Saint-Front. Donc, son ami, c'est Pierre Pomaret, qui est un prêtre. Et donc, Pierre Pomaret, lui, l'a appelé pour préfacer son livre. Et dans le livre de Pierre Pomaret, ben, il fait une enquête de terrain et en suivant l'habitat de Sébal. Donc il va dans l'Orne, il trouve des traces, il va à Bordeaux, il en trouve, il va à Soissons, il trouve des traces de Saint-Front et de nombreuses. Et là, dans la préface, Robert Amieux est obligé de tenir compte de cela. Donc il écrit, mais par-delà ce mixage avec des légendes d'autres saints plus ou moins anonymes, se cachent parfois des éléments apparemment aberrants, mais qui, mis en relation avec l'archéologie et la toponymie, c'est-à-dire ce qu'a fait son ami Pierre Pomarède, s'éclaire soudain d'un jour nouveau. Donc il est obligé de constater dans l'introduction du livre de Pierre Pomarède qu'au fond, que ce qui se considérait comme un roman interminable avec rempli d'anachronismes, euh, s'appuie en fait sur une histoire qui peut être que constatée quoi, quand on va sur le terrain. c'est ça. Donc là, il est quand même confronté à une réalité. Comme disait Olivier, Et ça, on peut le dire pour tous les saints. oui, comme disait Olivier Bonassi il y a quelques temps, là, on en a condamné pour moins que ça. Quand on présente tous ces indices qui vont tous dans le même sens, à la fin, il dit, ça vaut une preuve, en fait. Oui, ça vaut une preuve. Oui, ça vaut une preuve. Ouais. Alors, que Donc, reste-t-il à faire maintenant pour, euh, comment organiser un petit peu cette controverse et puis comment la publier pour faire réagir. Donc, le premier projet, c'est par le site, là, donc, mettre cette espèce d'encyclopédie en fait de la controverse en rappelant les grandes figures depuis Luther, Launois, Monsieur Duchesne, Monsieur Saxer aussi sur Sainte-Marie-Madeleine, mettre les réponses en regard et ensuite peut-être proposer des débats. Je sais pas, est-ce que déjà tu as eu des contacts avec des historiens ou avec des personnes même qui s'intéressent à ça et qui voudraient confronter leur position avec la tienne, avec la nôtre? non, j'ai pas eu de contact. Moi, je suis plus dans ma bulle, quoi. J'étudie les textes, D'accord, j'analyse en profondeur, et puis on est face à des études qui souvent datent un peu, même si elles datent de 20 ans, pas forcément quelqu'un de d'accord. disponible, et c'est des sujets extrêmement pointus sur lesquels le spécialiste
n'est peut-être plus prof aujourd'hui, il l'a été dans les années 80 ou 90. Donc, Oui, mais il y a des disciples quand même actuellement qui ont ces positions. Moi, je le constate sur YouTube, là, quand on fait des vidéos, de plus en plus, il y a des gens qui réagissent en disant vous ne vous appuyez sur rien d'autre que des textes religieux, donc ça n'a pas de valeur historique, etc. Donc, il y a quand même des gens, j'ai l'impression, qui sont prêts à réagir. Peut-être le fait de publier régulièrement des vidéos de controverses pour répondre à Shannon Fayard, à Louis Saltet, etc., va faire petit à petit réagir. Euh, bah, c'est ce qu'on peut espérer, parce qu'au fond du débat naît une meilleure approche de la vérité, hein. Donc, oui, bien sûr, on- je suis, je suis ouvert à ce type de débat pour creuser ensemble la vérité historique, hein, parce que de vérité historique, il n'y en a qu'une, hein. Soit Saint-Front est venu au 1er siècle, soit il est venu au 3e, mais il n'y en a pas deux. c'est ça. Donc, euh, alors, oui, je vais essayer de faire des vidéos, donc saint par saint ou problématique par problématique, Oui, pour que ça ne soit pas trop long. Euh, Par derrière, il y aura peut-être une publication où je reprendrai mais sur quelque chose de plus détaillé que dans une vidéo. Dans une vidéo, on oui. reste quand même à la surface des choses. Enfin, on essaye d'approfondir, mais on n'a pas la possibilité d'aller très loin dans le détail. Donc, il y aura probablement une publication avec toi En regroupant sur ces chacun. études-là. Ouais. Pardon? En regroupant toutes ces études-là sur Oui, chaque en site. regroupant les différentes études, déjà sur les 4 premiers que j'ai étudiés. Après, mais c'est des choses qui vont se faire dans le temps parce que ça prend du temps, hein. C'est sûr, c'est sûr. Louis Seltel, ça m'a pris 3 semaines, hein, d'approfondir ces études. Idem pour Chanoine Fayard. Il faut déjà prendre connaissance de tout ce qu'il raconte Ah et oui. puis creuser, approfondir. Donc, ça se fait pas en Là, 5 minutes. ah oui. Et puis c'est là où peut-être le, un colloque serait de bonne, dire, euh, serait la bonne manière aussi de pouvoir répondre, parce qu'on se rend compte Oui, que on n'a pas tous la même approche, les mêmes connaissances, et selon les objections qui sont faites à la tradition, eh bien, toi, par exemple, tu as tel ou tel argument, moi j'ai tel ou tel, et puis une troisième personne pourrait aussi apporter sa pierre, et ainsi on pourrait répondre avec tous les arguments possibles au fur et à mesure de la démonstration euh, du, de l'historien oui, critique. oui, bien sûr, ça doit être une. euh, je pense que ça mérite d'être approfondie dans le cadre de colloques où il y a des discussions qui peuvent s'engager avec des gens qui ont euh, beaucoup de connaissances sur le sujet. Moi-même, je débute, hein, Mm. j'ai pas la connaissance qu'ont certains universitaires qui travaillent sur le sujet depuis 10 ans, qui ont la chance d'avoir fait des études, évidemment, qui vont avec, hein. Donc, c'est quand même plus simple quand on est latiniste Et, et paléographe j'ai été amené, notamment la Vita de Sebalm, il y avait un exemplaire qui est stocké à la bibliothèque de Bruxelles, qui n'avait pas été édité. Donc il a fallu que je fasse des copies écran de cet exemplaire, mais c'est écrit de manière manuscrite et c'est quelqu'un qui ne connaît ni le latin ni l'écriture du Moyen Âge. Heureusement, il y a des outils comme Transcribus ou même qui sont basés sur l'IA, qui arrivent à lire des textes anciens et qui permettent comme ça de reconstituer les histoires anciennes. Bon, il y a beaucoup de travail quand même parce que ça fait pas tout, mais ça permet d'avancer. Et il faut aussi que je creuse les outils modernes qui existent, qui permettent maintenant de comparer de vita en latin et de voir les correspondances et d'en ah tirer oui, des enseignements. oui, Je sais qu'il existe des outils, donc ça fait aussi partie des axes de recherche que je dois développer, mais qui prennent du temps. Donc, être en lien avec des personnes qui ont peut-être plus de compétences que moi dans ces domaines-là, ça peut peut-être aider. d'accord, C'est un sujet qui mérite d'être approfondi. tout à fait. Bon, bah écoute, c'est parfait. En tout cas, moi, je suis très heureux de pouvoir faire cette double approche là, à la fois très poussée Mm. et très intellectuelle.
et, et puis sur le terrain, et d'aller de l'un à l'autre comme ça sans cesse. Et puis aussi pour aider les personnes qui sont enthousiastes de nos vidéos, par exemple, et après qui vont parler avec tel professeur ou tel curé ou tel... Et c'est un peu la douche froide, parce que ce sont des lecteurs de, plus ou moins, hein, mais de Shannon Fayard ou de Duchesne. Et du coup, il faut bien qu'on puisse apporter une réponse assez charpentée, non seulement pour ces personnes, mais aussi pour leurs curés ou les historiens, qui se rendent compte que il y a des éléments qui sont probants, et donc que la position actuellement officielle est loin d'être la plus certaine et la plus cohérente simplement avec tout ce qu'on sait par ailleurs. Ouais, exactement. Ouais. Mhm. Les deux approches sont les bonnes. Ouais. Mhm. Bah, merci beaucoup Bernard. Et puis donc on attend avec Ben, impatience merci. les prochaines publications, vidéos et puis peut-être articles aussi qui accompagnent pour faire vraiment ressortir cette lumière de ces saints, de ces chers saints du premier siècle qui ont été un peu mis de côté par toute cette critique qui a mis en doute tous ces trésors, quoi. Oui, mais le combat sera rude, hein, parce que en face, comme tu le dis, c'est faire le lien entre l'histoire biblique et l'histoire nationale. Oui, Donc, il y a quand même un certain nombre de forces oui, qui qui pousse. s'opposent à ça, qui Oui, poussent à la roue dans l'autre sens. Donc, je ne sais pas si l'universitaire qui va le premier dire oui, Saint-Martial ou Saint-Denis est du premier siècle est déjà de ce monde, parce que oui, ça l'engagera, quoi. Et je pense il- il aura une réaction assez vive de la part de de ces... certains milieux Ouais, c'est sûr. si parce que j'ai lu des textes, hein, par exemple de François Dolbeau qui dit bon, euh, est-ce que Saint-Denis est venu au premier siècle? Bon, on va peut-être pas toucher ce sujet hautement polémique, hein, donc Ouais, c'est encore polémique dans ce courage, milieu. Ouais, courage, écartons-nous du débat, hein. Bon, donc je remarque sur les historiens récents français, il y a une certaine prudence, c'est-à-dire ils n'abordent pas trop le sujet. c'est ça. Par contre, on a pas mal d'historiens anglo-saxons, anglais, de Cambridge, notamment C'est- sur Saint-Denis. Il y en a un qui a Qui serait écrit un peut-être bouquin plus libre, d'ouvrage. qui serait peut-être plus libre. Non, ils sont pas plus libres, ils sont carrément anti-Église. Donc eux, ils tapent avec un gros marteau, euh, que ce soit sur Saint-Martial ou sur Saint-Denis. Il, Et il, il reste 30 secondes, Bernard. Juste le mot de la bon, fin. j'en reste là, on va essayer d'avancer ensemble, ouais, sur ce sujet qui est, Il le qui est mérite. riche. Mm. Merci Bernard, à bientôt. À bientôt. Ciao. Eh bien, voici notre site internet avec la page nouvelle controverse. Ici, vous avez donc deux onglets. Le premier qui s'appelle Controverse historique. Donc ça, c'est un peu un retour sur les 3 derniers siècles avec les vidéos qu'on fait au fur et à mesure pour expliquer d'où vient la controverse, qui en sont les parangons et comment répondre aux objections. Donc là, vous avez Monsieur Le Tourneau qui a préfacé notre livre, qui est vraiment très féru sur ces points d'histoire. Donc on a mis aussi son article qu'il a écrit pour le dernier colloque qui était à Pontmain en octobre dernier, et donc qui est très fouillé. C'est vraiment une, un bon appui que nous avons ici. Et puis là, c'est 2 conférences du colloque d'octobre dernier de Pontmain que nous avons réunies pour présenter à la fois les origines de cette critique historique, donc comment par les 3 derniers siècles, du XVIe jusqu'à aujourd'hui, comment on en est arrivé là, et puis la réfutation de la thèse de Monseigneur Duchesne par Bernard Patron. Donc là, c'est vraiment sa méthode qui lui est propre, c'est-à-dire il prend vraiment les auteurs modernes et il cherche à répondre, à voir d'où vient tel ou tel argument, et à répondre par des arguments sur le même niveau. Aller chercher les textes, revenir vraiment aux sources. Donc c'est un travail, à mon avis, qui est très précieux, qui va permettre de répondre petit à petit aux historiens, ou pseudo-historiens, enfin ceux qui s'érigent un petit peu en maîtres et en docteurs, et qui parlent absolument qu'avant le IIIe siècle, il n'y a rien de chrétien en France. Et donc son travail, c'est notamment, si on va sur l'autre onglet, vous voyez, frise des controverses ici, eh bien de rappeler qu'en face de tous les historiens modernes qui sont toujours cités, donc depuis Monseigneur Duchesne jusqu'à Jean de Launoy, eh bien en face, c'est-à-dire ceux qui sont à gauche,
voyez, partisans de l'évangélisation tardive, c'est-à-dire du IIIe siècle, en face du 1er siècle. Donc ici, vous avez en gros les catholiques traditionnels, et là, vous avez ici en l'occurrence les protestants, mais après, on voit ensuite Jean de Launois, Pape Broc, Tillemont, tout ça, c'est à droite comme à gauche, ce sont des catholiques officiellement. Mais seulement ceux de gauche sont acquis à l'idée selon laquelle l'histoire dépend de la science et non plus de la foi. Et donc il faut revoir toute nos traditions sous ce prisme. Et donc épurer nos traditions selon les nouveaux principes de cette critique historique. Et en face, on a tous ces auteurs qui sont vraiment à connaître. Pierre Audin, Honoré Bouche, Germain Millet, Jean Mabillon. Jean Mabillon, lui, il est quand même connu, mais Antoine Pagy, Don Chamard et Monseigneur Bellet en face de Monseigneur Duchesne. Tous ces auteurs-là, vous pourrez aller voir le petit texte qui présente un petit peu leur vie, méritent d'être connus. Non seulement donc leur vie, leur œuvre, et puis après leurs livres, leurs études. Et donc là, c'est ce que va faire Bernard Patron, et au fur et à mesure de ses études, principalement, il va en faire 5, on va dire. Donc, Saint-Denis. Saint-Denis, il faut quand même savoir si c'est bien celui de Saint-Paul ou pas, et voir d'où vient la controverse. Ensuite, Saint-Martial, bien sûr, qui est très contesté. Saint-Front et Saint-Georges, parce qu'il s'est passionné pour ça, et tout ça, c'est connecté. Et puis Sainte-Marie-Madeleine. Donc, avec ces quelques figures-là, je pense que si on arrive à montrer comment dire, l'absence de fondement de ces auteurs, eh bien on aura gagné et on pourra entrevoir eh bien de restaurer cette histoire extraordinaire à laquelle nous tenons tant et que nous ne pouvons plus admettre qu'elle soit comme ça sans cesse comment dire, reléguée dans les placards, alors que pendant 17 siècles, pendant presque 2000 ans, ça a été tenu victorieusement par l'Église catholique qui a une mémoire merveilleuse, pure de toute erreur. Et donc c'est à la gloire en fait de notre Église, de nos traditions, de nos histoires locales, de nos petits patrimoines, mais de l'âme de notre patrimoine, que nous entreprenons cette œuvre. Et nous vous remercions de suivre ces vidéos, de nous suivre, pour nous aider, chacun à sa manière, selon sa vocation, sa grâce, à restaurer cette histoire nationale. Merci beaucoup, et à bientôt pour la suite de ces vidéos de controverse.